tentation nationaliste, voilà pour ce film éclairant sélectionné au FIGRA, le Festival international de grands reportages et de documentaires qui se tiendra à Saint-Omer fin mars prochain. Bonjour Kenichi Watanabe. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce film, mais ce n'est pas votre premier film sur le Japon. Et la question militaire, par ailleurs. Pourquoi est-ce que cette question militaire vous paraît centrale dans un pays comme le Japon? C'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon, il a engagé non-belligérance. Pas de guerre, peu de solution politique. C'est l'article 9, le fameux, qui fait du pays un pays dit pacifiste, une constitution pacifiste. Pour autant, dans votre film, il y a un mot qui est assez fort, qui est dit par l'un des personnages que vous avez interviewé. Cela a fait du Japon le vassal des États-Unis. Est-ce que c'est pas exagéré? C'est pas exagéré parce que, effectivement, en réalité, au point de vue militaire, sécurité, défense militaire, c'est presque protectorat américain. Avec l'exemple d'Okinawa d'ailleurs. Voilà. Donc là, le Japon, en principe politique, c'est pas de l'armée, pas de guerre. Globalement, les Japonais, on le sent dans votre film, je parle sous votre contrôle, ont tendance à considérer que c'est un acquis, le fait de devoir revoir cette constitution, le fait de devoir revenir à une militarisation. Il faut dire que les périls sont nombreux, la Chine, la Corée, et puis être le vassal, comme vous le dites si bien, des États-Unis, avec un président Trump qui est quand même particulièrement difficile à gérer. Est-ce que ce n'est pas légitime comme questionnement? Cet néo-nationalisme, concrètement, ça existe. Ça s'appelle le groupe qui s'appelle Nippon Kaigi. En français, c'est la conférence du Japon, qui a de membres 40 000 personnes à peu près, qui a énormément d'influence derrière le parti politique, c'est-à-dire transversal, parti politique japonais. Par exemple, 15 membres sur 18 de cabinets de gouvernement Abe affiliés à ce groupe. Ce groupe qui est un peu très discret face aux médias. Il ne passe jamais en face des médias, mais il reste très grande influence derrière la politique japonaise. Est-ce qu'il faut, quand on voit aujourd'hui, je le disais, l'imprévisibilité de Donald Trump, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, est-ce qu'il faut craindre une guerre dans cette partie d'Extrême-Orient, selon vous? Personnellement, je ne m'inquiète pas parce que, avec le vue historique, l'histoire de Corée du Nord, cet développement nucléaire était vraiment le projet de 3 générations. Et là, maintenant, on a l'impression que c'est survenu. Il ne faut pas craindre en fait un conflit ouvert. En face de Shinzo Abe, l'opposition en fait n'existe pas. La seule opposition, c'est quoi? C'est l'empereur du Japon? C'est un peu, comment on dit, paradoxal. Oui. Mais l'empereur, il est vraiment l'enfant de nouvelle constitution après-guerre. Il est c'est le garant de ces institutions et de cet esprit d'après-guerre, quoi. Cet acte, déclaration d'abdication, il prend la position, la nouvelle constitution après-guerre. Doit rester. Eh bien, écoutez, justement, on va en débattre avec mes invités. Merci beaucoup, Kenichi Watanabe. On croise les doigts pour votre film au FIGRA à Saint-Omer fin mars. Merci en tout cas de nous avoir expliqué tout cela. Alors, le Japon est-il le vassal des États-Unis? Faut-il revenir sur le traité de sécurité signé entre les deux pays après la Seconde Guerre mondiale et sur l'article 9 de la Constitution qui fait du Japon un pays sans armée? Doit-on craindre une
remilitarisation et quelles peuvent être les conséquences en Extrême-Orient? Pour en débattre, mes invités, j'ai le plaisir d'accueillir Guy Bourg-de-la-Motte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous êtes politiste, spécialiste donc de la politique japonaise et vous avez signé La politique de défense du Japon aux éditions Presse universitaire de France en 2015 et Japan's World Power en novembre 2017 aux éditions Routledge. Bienvenue à vous. À côté de vous, Arnaud Volerin, bonjour. Vous êtes journaliste à Libération et ancien correspondant au Japon. Bienvenue. Arnaud Nanta, vous êtes chercheur au CNRS en poste à l'IAO, l'Institut d'Asie orientale à Lyon, historien du Japon contemporain. Vos travaux portent sur les rapports entre science et politique et sur les questions de mémoire d'après-guerre au Japon. Vous avez co-dirigé le numéro 53 de la revue Ebisu, études japonaises, sur la Grande Guerre et le point de vue du Japon, donc sorti en 2016. Bienvenue. Bonjour. Enfin, Olivier Guillard, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des questions géostratégiques en Asie. Vous êtes parallèlement directeur de l'information de la société Crisis 24, un cabinet de conseil et d'ingénierie spécialisé dans l'analyse et la gestion des risques internationaux. Un mot peut-être sur ce film. On découvre quasiment pour les Européens que nous sommes l'enjeu de cet article 9 de la Constitution japonaise. Comment vous expliquez, Guy Bourg-de-la-Motte, ce déficit peut-être d'intérêt de la part des Européens sur ce qui se passe en Extrême-Orient et en particulier au Japon? C'est vrai que les Européens s'intéressent à l'Extrême-Orient quand il y a des crises, quand il y a des problèmes, des difficultés. La Corée du Nord, entre autres. La Corée du Nord, par exemple. Le Japon, généralement, a un profil plus discret, généralement n'a pas d'énormes difficultés, ou en tout cas, à l'occasion de catastrophes comme Fukushima, on parle énormément du Japon, et puis ça s'estompe. On en parle régulièrement au moment des élections, on lit beaucoup de clichés dans la presse, donc c'est l'occasion peut-être d'en déconstruire quelques-uns. D'en déconstruire quelques-uns, exactement. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, Arnaud Volerin? Vous l'avez vu monter, cette question, lorsque vous étiez correspondant de Libération là-bas? Oui, puisque moi je suis arrivé quand Shinzo Abe a été élu en décembre 2012. Et c'est quelque chose sur lequel il avait fait énormément campagne, la révision de la Constitution. Et effectivement, une autre manière d'aborder ce fameux article 9. Donc c'est quelque chose qu'il a poussé quasiment pendant toutes ces 5 années. Et c'est vrai que la population tient énormément à ce caractère pacifiste de la Constitution. À tel point que moi, je me souviens de reportages dans des cafés organisés par des mères de famille, qu'ils appelaient des cafés Constitution, où elles débattaient du caractère unique de cette Constitution et de son article 9. Donc c'est quelque chose qui est porté vraiment par la population. Ça veut dire que la population est extrêmement attachée à cette identité pacifiste? Oui, je crois qu'effectivement, il y a un fort attachement de la population japonaise à une certaine idée d'un Japon pacifiste qui ne se bat pas et qui reste effectivement dépendant des États-Unis pour se défendre. On entend dans le film Arnaud Nanta un adjectif, un qualificatif qui est assez fort, selon lequel en fait le Japon serait le vassal des États-Unis. Est-ce que vous souscrivez à ce qualificatif ou est-ce qu'il est un petit peu exagéré? Le problème, c'est que le cas du Japon ou celui de la Corée du Sud aussi montrent deux pays qui n'ont pas un contrôle total sur leur appareil militaire, qui ne peuvent pas déclencher d'opérations de manière autonome, sans en référer aux États-Unis. Donc on est dans une situation, un des mots qui est employé dans le reportage, c'est le mot de protectorat. Et il est sans doute pas exagéré, un état de vassalité du Japon, mais aussi de la Corée du Sud vis-à-vis des États-Unis. Guy Bourg-de-la-Motte. En théorie, le Japon est censé se défendre seul s'il est agressé. Il a une armée de défense. Il a une armée dont il peut servir en situation de légitime défense. Si l'agression dépasse ses capacités de défense, dans ce cas, il demande aux États-Unis d'intervenir. Olivier Guillard, pour revenir à ma question initiale, comment expliquer que du côté européen, en fait, on est plutôt l'œil tourné vers la Chine, vers la Corée, vers la Russie, et que le Japon, finalement, s'en désintéresse assez? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste du Japon, à la différence de mes collègues autour de la table, mais je n'ai pas ce sentiment qu'il y a un désintérêt total de la part de l'archipel nippon. C'est un pays qui n'a pas énormément de soucis la plupart du temps. C'est un État stable, une belle démocratie. Les droits de l'homme, ils sont respectés. Il y a des crises qui sont en dehors du fait de l'homme la plupart du temps. Donc, on évoquait Fukushima, les conséquences de cette catastrophe particulière. C'est un pays qui ne fait pas parler de lui, il n'est ni proliférant, il n'est pas agressif, il n'a pas de dessin hégémonique. Donc, en définitive, il est sous le radar, mais c'est la troisième économie mondiale pour autant. C'est un acteur privilégié, malgré tout, au point
point de vue économique et commercial de l'Europe, des États-Unis, de quantité d'autres pays asiatiques dans la région. C'est un pays qui n'est pas mal perçu la plupart du temps. En revanche, on ne va peut-être pas s'inquiéter de le fait que le Japon n'apparaisse pas si souvent dans l'actualité internationale, à plus forte raison asiatique, si ce n'est pas pour de bonnes raisons. Donc il n'y a pas un désintérêt véritable. Il est sûr que si l'on prend la liste des articles de New York Times, par exemple, depuis 6 mois sur l'Asie, il y a peut-être 50 fois plus d'articles sur la Corée du Nord et la Birmanie que sur le Japon. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un désintérêt total, bien entendu. Alors, ce film revient sur cette question de l'article 9 et de la possible remilitarisation du Japon. Toutefois, c'est ce que Shinzo Abe, donc, qui est à la tête du pays depuis 2012, qui le porte avec une partie de la population. On parle donc d'un nationalisme japonais. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette constitution, en fait, et vous en parliez à l'instant, Guy Bourg-de-Lamotte, une forme d'hypocrisie, puisqu'il y a une armée de défense, il y a un budget militaire qui ne cesse d'augmenter, tant et si bien qu'il est supérieur en fait, au budget militaire de la France. Il se monte aujourd'hui à près de 39 milliards d'euros, contre 35 prévus sur le budget en France. Est-ce que, du coup, ce n'est pas un faux débat, cette question de la question de défense au Japon ? Disons qu'effectivement, le Japon est dans une situation un petit peu ambiguë parce que de fait, il s'est doté d'une armée et de capacités de défense depuis l'après-guerre et que aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui que le gouvernement dit qu'en effet, de fait, il est en porte-à-faux et qu'il faut réviser la Constitution pour supprimer cette hypocrisie. Et en effet, c'est une puissance, il s'agit d'une puissance qui s'est dotée, qui a des capacités modernes. Alors, sur le budget, il y a des surcoûts, disons, et le Premier ministre cherche à y remédier en fait en développant les coopérations internationales. Ça fait partie des possibilités qu'il a ouvertes. Mais en effet, de fait, c'est une armée alors qui a pour principal point de faiblesse qu'elle n'a pas l'expérience du combat. Comment ça s'est passé, Arnaud Vollerin, vous, quand vous l'aviez vécu sur place, ce débat? Vous disiez à l'instant qu'il y avait quand même des cafés, des gens qui se lançaient contre cette constitution, ce projet de révision de la Constitution. On a pourtant le sentiment, en regardant ce documentaire, qu'il y a très peu d'opposition en fait, à cette question et que ce nationalisme, ce retour finalement à un grand Japon est quelque chose d'assez admis par tous. Je ne dirais pas qu'il y a un retour à un grand Japon. Je pense que le Japon est une société qui vieillit, qui est conservatrice et qui vieillit. Qui est par ailleurs, c'est un pays qui est dans un cadre régional quand même assez inquiétant, puisque ne serait-ce que sur ces 5 dernières années, on a vu depuis l'arrivée de Shinzo Abe, on a vu l'émergence d'une Chine de plus en plus agressive, très conquérante, à la fois dans l'environnement très proche du Japon, mais également dans les mers de Chine méridionale. Donc ça, c'est une première chose. L'émergence Sachant qu'ils se disputent des territoires en mer de Chine. Et il y a également une Corée du Nord beaucoup plus agressive, depuis l'arrivée de Kim Jong-un au pouvoir en 2011, qui a multiplié les essais balistiques d'une part et les essais nucléaires. Donc le Japon aussi réagit par rapport à cette menace qui est réelle. Et face à la montée des périls, en fait, qu'il faut à un moment être en capacité de se défendre. Voilà, et la population est inquiète de cette menace-là. Il n'y a qu'à voir sur ces dernières semaines. L'été dernier, la Corée du Nord a tiré 2 missiles par-dessus l'archipel, avec des systèmes d'alerte qui se mettent en route le matin quand les engins survolent l'archipel. Donc il y a une menace qui est réelle. Et face à cette menace, effectivement, la population a tendance à plébisciter celui qui va les défendre et qui est par ailleurs le seul, effectivement, homme d'État capable, en ce moment en tout cas, de porter ces questions-là devant la communauté internationale, puisqu'il n'y a pas d'opposition et que l'opposition, si tant est qu'elle existe et qu'elle soit bien formée, ce qui n'est pas le cas au Japon, n'est pas capable de porter ces questions de sécurité internationale. Et Arnaud Nantas, cette question de sécurité, elle est incarnée donc par Shinzo Abe. Alors, dans ce cas-là, si je comprends bien ce que vous dites, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un changement de constitution face en fait, à la montée des périls, que ce soit d'un point de vue Corée du Nord, Chine, voire même Russie? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Je pense qu'il y a différents éléments qu'il faut prendre en compte ensemble. La question de la montée des périls en Asie orientale, qui vient d'être évoquée, est tout à fait correcte. C'est un argument qu'il faut prendre en compte vu de notre point de vue européen. Cependant, la question de la réforme de la Constitution et du renforcement de l'armée, dont le budget prend aussi en compte les frais qui sont occasionnés par l'entretien des bases américaines sur le sol japonais. Notamment à Okinawa. Parce que le Japon accueille une armée étrangère sur son sol, il ne faut jamais l'oublier. Ça explique le budget militaire si important, qui ne correspond pas uniquement à son armée. La question de la défense et la question de la réforme de la Constitution ne sont pas des questions qui sont nées dans le contexte de montée des nationalismes, notamment chinois,
ou du péril nord-coréen depuis les années 2000, mais qui date de l'après-Seconde Guerre mondiale. Les conservateurs, dès la mise en place du Parti libéral-démocrate en 1955, se sont mis en porte-à-faux vis-à-vis de la nouvelle Constitution, qui prend pour modèle la Constitution américaine, qui est une bonne Constitution en soi, mais qui n'est pas acceptée parce que considérée comme imposée de l'extérieur. Il y a une forme d'humiliation, en fait, qui n'a jamais été digérée. En tout cas, c'est leur point de vue. Oui. Ils ont l'impression que c'est une humiliation. Et un mouvement pour la réforme de la Constitution, et notamment l'article 9, qui empêche d'avoir des forces dirigées de manière complètement autonome, c'est quelque chose qui a été discuté depuis les années 60 et de manière continue jusqu'à nos jours. Guimond de Lamothe. Pour répondre très directement à votre question, une révision de l'article 9, là, à l'heure actuelle, si elle avait lieu, qu'est-ce qu'elle changerait? Il faudrait que ce soit d'abord pour être accepté par la majorité de la scène politique, puisqu'il faut une révision qui passe à une majorité des 2/3 de chaque chambre du Parlement et ensuite à la majorité par référendum de la population. Donc, pour qu'une réforme de cette nature soit susceptible d'aboutir, il faudrait donc une réforme très consensuelle. Qu'est-ce qu'elle changerait donc concrètement dans les prérogatives du Japon, dans ce qu'il pourrait faire? Pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'on admettrait l'existence de cette armée qui, pour le moment, existe dans une interprétation juridique, mais donc n'a pas d'existence véritable constitutionnelle. Alors, en revanche, ça aurait des répercussions politiques, parce qu'évidemment, il y aurait des réactions de la Chine, de la Corée du Sud, mais qui, de toute façon, ces réactions existent. Donc, c'est pas ça qui, en tant que tel, bouleverserait... ce serait un gros changement dans l'histoire de l'après-guerre. On est dans un changement de paradigme, mais sur le papier, mais fondamentalement, ça changerait rien. Voilà. Alors, pourquoi... Politiquement, ce serait important. Mais... Alors, pourquoi Olivier Guillard, cela suscite autant d'appréhension de la part, notamment, de ses voisins? Alors, évidemment, le Japon est, pour certains pays asiatiques, mieux vu depuis l'Occident que depuis la région. Le Japon n'a pas que des amis dans la région, c'est un euphémisme de le dire. Les relations avec la Chine, pour des raisons historiques, ne sont pas extraordinairement faciles ni aisées en ce début du XXIe siècle. Avec la Corée du Sud, c'est à peine moins difficile. Avec Taïwan, ça demeure tendu sur un certain nombre de points aussi. Donc le Japon, de par son existence et sa politique au XIXe et au XXe siècle, ne draine un héritage qui n'est pas digéré par tout le monde, dont on aimerait bien. J'étais il y a quelques jours à Pékin et peu de temps avant à Séoul, notamment sur des thèmes un petit peu différents de ceux qu'on aborde aujourd'hui. On revient toujours sur le débat, mais pourquoi le Japon ne fait pas montre de suffisamment de contrition, ce que dénonce le Japon en disant, écoutez, on va cesser de s'arrêter avant le XXIIIe siècle. Pour être clair pour nos téléspectateurs, il y a la question des femmes de réconfort qui ont été des esclaves sexuels du coup, pendant la guerre, qui viennent de Corée, et il y a la question des massacres qui ont été perpétrés en 1937 en Chine. Alors dans quel contexte? Effectivement, le Japon était impérialiste en Asie pendant un certain temps, donc dans la péninsule coréenne de 1910 à 1945, et il a été présent sur une partie du territoire continental chinois de 1931 à 1945. Pendant cette période coloniale, il s'est passé un certain nombre de choses tout à fait détestables de toute évidence, qui n'ont pas été suffisamment exposées, expliquées ou dédommagées d'une certaine manière, si tant est qu'on puisse dédommager des drames pareils, auprès des opinions publiques sud-coréennes, chinoises et taïwanaises, pour la faire courte. En Corée du Nord comme en Corée du Sud. Donc tout ceci est reproché et pour être relativement direct, le Japon a le sentiment qu'il a cessé en définitive de devoir se justifier sur des faits qui remontent maintenant à pratiquement un siècle dans un certain cas, en tous les cas à 70 ans, et qu'il cessera de s'humilier à le faire. Donc évidemment, ça crée un ressenti d'un certain côté. De l'autre côté, les Japonais, lorsqu'ils expliquent que la menace coréenne justifie à elle seule la nécessité éventuelle de bouger, d'infléchir ce texte constitutionnel, normalement, le discours marketing se fait tout seul. Regardez, on a des missiles intercontinentaux qui passent au-dessus de l'archipel. Nous avons le régime le plus isolé, le plus provoquant du concert des nations qui est à portée de tir et qui nous déteste corps et âme. Et avec un Donald Trump imprévisible qui est normalement l'allié japonais et qui a l'air de dire que de plus en plus de se désengager aussi potentiellement. Voilà, des alliés stratégiques, ils demeurent des alliés stratégiques très appréciés de Washington à partir du moment où ils continuent à acheter dans l'arsenal militaire industriel américain. Et on avait M. Trump qui, lors de la campagne électorale, il y a ne serait-ce que 13 mois, disait encore les Japonais et les Sud-Coréens, c'est très bien nos boys qui sont sur ces bases. 50 000 soldats au archipel nippon, 28 500 en Corée du Sud.
reviendront un jour chez nous, vous allez prendre en compte ce déménagement et vous allez commencer à vous débrouiller tout seul pour votre futur. Ça inquiète évidemment les voisins et ça fâche évidemment les... Vous êtes d'accord, Guy Bourdeau-Lamotte Disons qu'en même temps, l'Alliance, il a dit ça à un moment donné, Trump, en effet. Bon, c'est vrai qu'après, il dit d'autres choses. Hein. C'est quelqu'un, on sait comme il est versatile, voilà. Et en réalité, les relations, les Japonais ont été... Enfin, ils arrivent à assez bien gérer les choses. Il y a une bonne relation, semble-t-il, entre Abe et Trump, M. Abe et M. Trump. Donc il est hors de question, en l'état, en fait, de mettre les Américains dehors. C'est pas le propos. Ah, pas du tout, voilà, exactement. Ça, c'est un point très important. Quand vous disiez que vous avez commencé par dire est-ce qu'il faut réviser le traité, c'est pas du tout d'actualité au Japon. Ça, c'est pas du tout l'agenda. J'aimerais toutefois qu'on focalise un moment sur la figure de l'empereur. Alors, 8 août 2016, Big Bang à la télévision japonaise, l'empereur du Japon, Akihito, prend la parole en direct. On réécoute. 私も80を超え、体力の面などからさまざまな制約を覚えることもあり、ここ数年天皇としての自らの歩みを振り返るとともに、この先の自分の在り方や務めにつき思いをいたすようになりました。日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を日々模索しつつ過ごしてきました。Arnaud Mollerin, comment vous comprenez cette abdication en fait, de l'empereur? Est-ce que c'est lui qui est devenu finalement le premier opposant et le garant de cette constitution japonaise face à Shinzo Abe et aux nationalistes? Effectivement, l'annonce de sa démission à venir, qui interviendra en 2019, son abdication à venir, est intervenue, je crois, quelques jours après le vote au Sénat, si je ne me trompe pas. Et ça a été vu, effectivement, au Japon comme... l'expression, je crois que c'est d'ailleurs dit dans le film, l'expression quasiment du seul opposant au Japon au projet de Shinzo Abe. Et c'est vrai que la figure de l'empereur est vénérée au Japon, elle est très respectée par tous les Japonais. Et dans les mois qui ont précédé, je me rappelle, j'étais au Japon, qui ont précédé le 70e anniversaire de la commémoration de la fin de la guerre au Japon, toute la famille impériale, à commencer par l'empereur, ont fait de multiples déclarations, de multiples voyages dans toute l'Asie pour dire combien l'armée japonaise avait fait des ravages. Ils ont multiplié les discours pour dire combien l'armée japonaise avait infligé des souffrances à tous les peuples de la région, notamment aux Philippines. Il y a eu un discours assez fort de l'empereur. Il a toujours œuvré à une réconciliation en fait, avec les voisins asiatiques. Tout à fait. Et on a eu le sentiment dans ces années-là, dans ces mois-là, et encore aujourd'hui d'ailleurs, qu'il se cherchait à se démarquer, alors dans les cadres très stricts de sa fonction et du protocole qui lui est accordé. Il a cherché toujours, on a toujours l'impression qu'il a cherché à se démarquer du travail et de l'action gouvernementale de Shinzo Abe. Et je pense que les Japonais ont conscience de ça, d'avoir effectivement cette personne qui continue à porter à bout de bras, j'allais dire en quelque sorte, la Constitution et à défendre cette Constitution. Cette Constitution, par ailleurs, pacifiste. Est-ce que, Arnaud Nanta, vous diriez que face à cette figure en fait, de l'empereur qui a cherché la réconciliation, cette abdication en fait, est un peu le signe, le symbole d'une victoire de ces nationalistes? La proposition d'abdication de l'empereur fait obstacle au projet de réforme de constitution. Ah oui. Là, un point qui est important est que le code de la famille impériale, Koshitsu Tempan, ne prévoit pas d'abdication de l'empereur de son vivant. Et le code de la famille impériale est mentionné dans toute une série d'articles en tête de la constitution japonaise. Donc, en cas d'abdication de l'empereur de son vivant, il faudrait au préalable réformer le code de la famille impériale, ce qui prendrait des années. Et durant ces années, il est impossible de toucher au texte constitutionnel, puisqu'il fait directement référence à l'empereur et au code de la famille impériale dans les articles de tête de constitution. Donc, c'est en ce sens que la déclaration et la demande de l'empereur à abdiquer était presque une stratégie, pour bloquer exactement, pour bloquer une stratégie pour bloquer le projet de réforme constitutionnelle. Enfin, c'est une interprétation qui est assez valable à mon avis et qui a été soutenue juste après le projet de l'empereur, la déclaration en 2016. Oui. Guy Bourdeau-Lamotte, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nationalisme japonais? Pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui en fait potentiellement au pouvoir? Alors, juste un petit mot de conclusion sur l'empereur. Son fils a le même type de personnalité, le même type d'idées.
Donc là, à cet égard, c'est lui qui succéderait au père. Donc on serait dans une forme de continuité Là, de l'opposition, potentiellement. Voilà. Vous me demandiez donc sinon pourquoi le nationalisme revient sur le devant de la scène, semble gagner en influence. J'aimerais souligner quand même, alors c'est vrai, on parle beaucoup de nationalisme, c'est vrai, il y a eu une résurgence nationale, nationaliste, incontestable au Japon. Il y a une frustration aussi, je pense, nationale, ou en tout cas, il y a eu une frustration du sentiment national, et donc disons qu'il y a des manifestations aujourd'hui peut-être un peu déséquilibrées de nationalisme auxquelles on assiste. Néanmoins, quand on voit des images, par exemple, d'Abe Shinzo maquillé en Hitler, je pense qu'il y a un décalage de perception là. Je pense que ça ne veut pas dire la même chose pour des Japonais que pour des Occidentaux. Pour nous, c'est vraiment extrêmement violent. Je pense que pour des Japonais, effectivement, c'est juste dénoncer ce qui, pour eux, qui sont des gens de gauche, dénonçant quelqu'un de droite à leurs yeux. Donc ils le dénoncent comme un nationaliste, mais si vous voulez, c'est pas un fasciste pour autant pour eux. Il y a donc eu cette frustration, et donc là, aujourd'hui, il y a un sentiment certainement que le Japon a droit à un sentiment national plus normal désormais, parce que une certaine c'est d'ailleurs comme ça que Shinzo Abe le qualifie. Il faut que le Japon devienne un pays normal. C'est ça. Mais néanmoins, si vous voulez, on a beaucoup tendance à décrier le nationalisme d'Abe Shinzo. Il a quand même, il a en réalité été beaucoup plus modéré qu'on ne veut bien l'admettre. C'est un petit peu facile de le catégoriser comme un nationalisme, même si incontestablement il a eu des positions très extrêmes sur l'histoire à nos yeux, et donc on peut qualifier tout à fait légitimement de droite, voire de très à droite dans le contexte japonais. Il a quand même par exemple été en Australie, fait en 2015 un discours qui a été extrêmement remarqué, où il a offert les condoléances aux prisonniers de guerre, aux familles des prisonniers de guerre pour les crimes de guerre japonais. C'est quelque chose qu'aucun Premier ministre japonais n'avait fait avant, de la part du gouvernement japonais, donc des excuses tout à fait officielles. Sur les femmes de réconfort, il a quand même cherché à changer la situation et à parvenir à un accord qui soit vraiment acceptable pour le gouvernement sud-coréen, et il pensait avoir trouvé quelque chose qui pouvait fonctionner. Aujourd'hui, il y a des désaccords sur les modalités d'application. Donc je crois que c'est quand même quelqu'un qui certainement a des convictions très à droite, mais qui est quand même capable, dans l'intérêt national, de mettre de côté ses convictions et d'agir de manière beaucoup plus modérée en réalité, et somme toute, ça fait de lui un leader aussi qui est très fiable. Enfin, je pense que les Japonais ont le sentiment qu'il fait ce qu'il faut pour les défendre, et que malgré tout, il arrive à des positions relativement modérées. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, il a aussi un personnage qui est arrivé en défendant un agenda très sécuritaire et très nationaliste en interne. C'est pas uniquement sur la scène internationale, mais il a fait voter des lois très fermes, très liberticides même, sur les secrets d'État, sur la loi anti-conspiration, qui ont donné de lui le portrait d'un homme quand même très à droite, avec des positions très sécuritaires, qui inquiètent énormément les Japonais, notamment la presse, mais toute l'opposition qui a eu à pâtir de ces lois-là. Mais là, c'est vrai qu'on peut peut-être rappeler quand même le contexte japonais qui, précisément, n'a pas l'habitude du tout de loi de protection du secret défense. Il n'y avait pas de notion de secret défense. Ils sont très en retard en matière de cyberterrorisme, ils rattrapent. On sort de la naïveté, selon vous ? Sous l'ère Shinzo Abe ? Un petit peu, oui. C'est-à-dire que, et de fait, ce qu'on constate sur la question de la révision de la Constitution, c'est que les Japonais, avant l'adoption d'un certain nombre de lois qui vraiment, effectivement, changent la doctrine de défense et les positions en matière de défense, les Japonais étaient donc plutôt réceptifs à l'idée de réviser l'article 9, sans très bien savoir ce qu'on aurait mis là-dedans, mais enfin, ils devenaient de plus en plus réceptifs. En 2015, ils ont estimé certainement que Abe Shinzo avait pris les dispositions qui permettaient de défendre adéquatement le Japon, et ils se sont retirés de cette posture. Est-ce que vous êtes d'accord, Olivier Guillard ? Peut-être, je vais juste ajouter un petit point complémentaire sur le propos de mes collègues. Le nationalisme défendu par Shinzo Abe, ce n'est pas le seul... Le monopole du nationalisme en Asie ne se concentre pas au Japon. Nous avons d'autres grandes nations. Je prends le cas de l'Inde nationaliste hindou sous M. Modi, ou de la Chine voisine, donc, où la résurgence du nationalisme est évidente, plus une galaxie de plus petits pays de moindre importance en Asie. La résurgence du sentiment nationaliste dans cette partie du monde n'est pas, une fois encore, l'apanage seulement du gouvernement de M. Abe. C'est un phénomène que l'on voit de Birmanie en Inde, en passant par l'ex-empire du milieu. Donc on ne peut pas lui jeter toutes les pierres, certainement pas uniquement celle-ci. Après, c'est un élément très important, en effet. C'est un élément très important parce qu'effectivement, il y a des nationalismes qui se nourrissent. Et en effet, il y a une utilisation politique des questions historiques en Corée du Sud et en Chine, pour des raisons qu'Arnaud Nanta expliquera très bien, mais l'anti-japonisme est vraiment tout à fait à la base, disons, au fondement du sentiment national sud-coréen. La Corée du Sud n'a pratiquement d'identité que face au Japon. Elle s'est construite contre le Japon. Donc c'est très difficile de se départir de cette
C'est l'ennemi qui façonne en fait l'identité. C'est ça. Et si vous permettez, pour abonder dans le sens de M. Guillard, en effet, il y a un commentaire dans le documentaire qui est que le Japon est en conflit avec tous ses voisins. Si on regarde les voisins, ils sont en conflit avec tous leurs voisins. C'est-à-dire que la Corée du Sud est en conflit avec la Chine. Il y a un différend territorial avec la Chine sur une île, avec la Corée du Nord évidemment. Le seul pays, la Chine a 14 États riverains. Le seul avec lequel elle se soit entendue, c'est comme par hasard la Russie, la plus puissante. Donc la Chine est en conflit territorial avec tous ses voisins. Donc le Japon essaye de composer avec des États, des voisins qui sont pas simples à gérer. Mais est-ce que, je m'adresse à vous Arnaud Nantin pour revenir un petit peu sur la question en fait du révisionnisme potentiel de Shinzo Abe, ou tout du moins de ses soutiens. Est-ce que cette question justement des femmes de réconfort, des massacres perpétrés en Chine dans les années 30, le fait qu'on ait aujourd'hui une réécriture de l'histoire de la part d'une partie des Japonais, ça ne nourrit pas aussi cette situation conflictuelle ? Alors, d'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire Madame Delamotte, effectivement, je pense que le Japon, d'ailleurs, n'a pas de conflit avec la Russie au niveau territorial. Il y a des demandes. La remarque qui est faite dans le reportage, comme quoi le Japon serait en conflit avec tous ses voisins, me semble un peu exagérée. C'est surtout avec la Chine et la Corée, en réalité. Sur les territoires du Nord et les Kourils, il n'y a pas de traité de paix. Oui, mais de parler de conflit, c'est un petit peu exagéré. Non, enfin, Poutine est venu à Tokyo, je me permets juste une incursion. Poutine est venu à Tokyo, c'était l'année dernière, je crois, et ça ne s'est pas très bien passé. Il y a eu beaucoup d'accords signés. La question était... Il y a des différends, il n'y a pas de conflit ouvert, mais il y a des différends. Il y a toujours un différent, mais il n'y a pas de conflit. Mais il n'y a pas de traité de paix qui était signé. La question a été posée, Poutine a répondu par la négative, et puis ils en sont restés là. Il n'y a pas de tension comparable à celle de la Corée. La question de Abe et du révisionnisme, c'est une question qui ramène encore une fois à la façon dont les groupes d'extrême droite se sont formés après mai 68, lorsqu'il a fallu créer des ligues anti-gauche, qui ensuite ont débouché sur les premiers conflits des manuels scolaires à partir de 1982 et 1986, des manuels où les visions complètement révisionnistes... Ils ont été réécrits, pour être clair. Relativistes, d'une part du fait colonial en Corée, à Taïwan, d'autre part de l'agression en Chine. Donc une vision totalement relativiste a été proposée à partir de 82. Mais un consensus finalement avait eu lieu à ce moment-là, grâce au Premier ministre Nakasone, ancien militaire, qui avait préféré faire un compromis avec les voisins et faire tirer la chasse, si j'ose dire, sur ces manuels. Mais ensuite, il y a eu une deuxième offensive à partir de 1993, au moment de l'alternance, lorsqu'une coalition, avec notamment le Parti socialiste, est arrivée au pouvoir. Une nouvelle offensive a eu lieu lorsque un ensemble de députés s'est mis en place autour d'une commission pour réviser l'histoire. À partir de 1993, qui a siégé jusqu'en 1995-1996, commission dans laquelle on retrouvait tous les membres des organisations nationalistes des années 70 qui, après, vont mettre en place en 1997 l'Assemblée du Japon, le Nippon Kaigi. Et dans cette commission de 1993-1996, ce qui est inquiétant, c'est que Abe Shinzo était déjà présent. Donc il y a quand même Abe Shinzo sur la longue durée par rapport à l'histoire. Après, comme l'a dit Madame Delamotte, le problème, c'est que finalement, Abe, c'est qu'un instrument entre les mains du Nippon Kaigi, et on ne sait pas très bien ce qu'il pense en réalité. Là, donc, le Nippon Kaigi, vous le qualifiez quoi, de lobby c'est un lobby, oui. C'est un lobby révisionniste, pour être qui est derrière le Parti libéral-démocrate et qui est apparu au moment où le Parti libéral-démocrate avait perdu le pouvoir, pour finalement continuer à mener la réflexion dans les coulisses. Et cette révision des manuels scolaires, le fait qu'aujourd'hui, par exemple, le massacre qui a été perpétré en Chine en 1937, donc c'est le massacre de Nanka, soit qualifié d'injure par les Japonais, est-ce que ça ne peut pas que alimenter en fait les griefs ? Le problème au Japon, c'est pas les Japonais de manière générale, puisqu'il faut quand même toujours conserver à l'esprit qu'avec 130 millions d'habitants, on a des positions extrêmement variées. On ne peut pas essentialiser, effectivement. Mais des groupes de pression extrêmement forts qui sont soutenus par certains médias, par des groupes financiers qui, du coup, ont une présence au niveau de certains journaux ou des publications qui est extrêmement importante, mais sans doute beaucoup plus importante que ce que pense la population d'une manière générale. Et si on doit dire de manière très schématique ce que pense la population, moi je pense qu'il y a surtout une grande lassitude par rapport à la façon dont ces débats s'imposent de manière permanente, avec derrière, en coulisses, des groupes négationnistes qui essayent de faire pression sur le gouvernement d'une manière permanente et auxquels Abe tantôt répond,
tantôt ne répond pas. Là, effectivement, il a des positions qui sont assez dures sur les manuels, mais d'un autre côté, il a réalisé ses gestes par rapport à l'Australie ou en 2015 par rapport à la Corée du Sud. Donc finalement, il a une position qui n'est pas forcément constante sur ces questions. Alors justement, je profite de cette question sur les médias pour revenir au documentaire. Shigenori Kaneira est journaliste et il fait un parallèle dans le film quelque peu effrayant. On réécoute. Objectivement, si on observe la situation actuelle, je pense que nous sommes en période d'avant-guerre. C'est flagrant si on compare l'exemple des médias dans les années 30 et ce que je vois, moi, dans les médias d'aujourd'hui. Nous sommes dans une situation quasi similaire. Olivier Guillard, est-ce que vous diriez, pour être clair, qu'on est dans la situation pré-année 30 avec un risque en fait de guerre dans cette zone du monde ? Je ne suis pas historien, donc je ne m'hasarderai pas. Oui. Ce qui est certain, c'est que l'Asie orientale est une région aujourd'hui qui est sous l'œil des médias internationaux, locaux également. Nous avons un faisceau de crise qui est important, des contentieux territoriaux, parfois en renvoyant donc à des problèmes historiques bien plus... Enfin bref, on a d'un contentieux en mer de Chine du Sud, on a un contentieux en mer de Chine orientale entre le Japon et la Chine, on a ce problème dans la péninsule coréenne qui est bigrement d'actualité, quand même nous aurions une sorte de pseudo-trêve olympique actuellement. Nous avons des relations difficiles entre la Chine et son agenda régional et les réflexes qu'ont certains voisins se demandant est-ce que la Chine est hégémoniste ou simplement le principal partenaire, comment doit-on faire ? Observe-t-on un retrait donc, de l'intérêt américain dans la région et auquel cas comment s'y préparer? Donc tout ce que va faire par effet domino... Et j'ajoute par ailleurs qu'il y a beaucoup de puissances nucléaires dans cette zone-là. Ah, il y a un certain nombre, elles se concentrent pratiquement toutes dans la région. Nous avons la Chine, nous avons la Russie, nous avons la Corée du Nord, nous avons l'Inde, nous avons le Pakistan. J'ai dû oublier quelqu'un, ça fait déjà pas mal. Et tout ce petit monde-là ne s'entend pas forcément extrêmement bien. La Chine a également quelques soucis avec l'Inde. L'Inde qui est très proche du Japon, le Japon qui se rapproche de l'Australie, l'Australie qui demeure l'allié régional, en plus de la Corée du Sud, des États-Unis. Tout ceci, donc... Et le premier partenaire commercial de la Chine. Également. Donc, Guimond Delamotte, qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse? Est-ce qu'il faut craindre quelque chose qui viendrait de cette zone extrêmement Si vous permettez, je voudrais juste compléter ce que disait Arnaud Ranta, qui parlait des perceptions de la population donc, vis-à-vis, à l'égard de l'histoire. Et donc là, et c'est tout à fait, j'abonde tout à fait dans ce sens. Et concernant le gouvernement, je crois qu'il faut quand même le dire, le gouvernement adhère complètement, en fait. Les positions officielles du gouvernement japonais sont tout à fait celles qu'on peut attendre, qui sont les nôtres. Enfin, c'est-à-dire, on reconnaît le gouvernement reconnaît le tribunal de Tokyo, reconnaît le massacre de Nankin, reconnaît maintenant l'existence des femmes de réconfort et depuis 1993. Voilà, il n'y a pas de vide. Est-ce que pour autant, il faut craindre dans ce contexte un renouveau de l'impérialisme japonais ou pas? Il ne me semble pas, non. Je crois que le débat n'est pas bien posé si on l'aborde sous cet angle, c'est-à-dire sous l'idée d'une résurgence des années 30. On est dans un contexte complètement différent. En revanche, est-ce que le Japon, oui, devient incontestablement plus normal? Depuis 2015, il peut faire exercice, il peut exercer la légitime défense collective, ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant, c'est-à-dire il peut intervenir au bénéfice d'un allié qui est attaqué. Il peut également procurer un soutien logistique en dehors de sa région. Donc ce qui fait très bien, ce qui fait déjà très bien. Ce qui fait déjà très bien, et il va pouvoir le faire un petit peu plus loin qu'il ne pouvait, pour le bénéfice d'autres nations. Donc il fait effectivement des choses de plus en plus normales. Maintenant, est-ce qu'il serait à l'aise dans un combat? Non. Est-ce qu'il va intervenir en Syrie? Non. Donc il y a toutes sortes de choses qu'il ne va pas faire comme une grande puissance, disons. Donc il reste avant tout une puissance régionale axée sur la défense de ses intérêts, qu'il essaye de faire au mieux. Alors, donc, du coup, vous voyez, est-ce qu'il faut s'inquiéter, s'alarmer? Moi, il me semble qu'on a un gouvernement qui est démocratique. Le documentaire qu'on voit l'atteste. C'est-à-dire qu'il y a une opposition qui est forte, qui est véhémente, qui est virulente, qui dit ce qu'elle souhaite dire. Et donc ça atteste de la vitalité de la démocratie japonaise. Non, mais très honnêtement, on s'inquiète certainement bien davantage dans la région de l'agenda stratégique du voisin chinois, davantage que celui du voisin nippon. Arnaud Vollerin, vous aurez le mot de la fin. Quant à l'opposition, non, moi je forme deux inquiétudes. Je suis inquiet de voir que l'opposition, contrairement à ce que vous dites, Madame Delamotte, l'opposition au Japon est très faible, très éclatée, très divisée. Alors l'opposition politique, oui, c'est vrai qu'elle a des difficultés. Et c'est redoutable parce que depuis 5 ans, toutes les forces se sont amenuisées face à Shinzo Abe. Il n'y a personne qui résiste, si ce n'est peut-être l'empereur. Première chose. Et l'autre motif d'inquiétude, je trouve, est une forme d'apathie démocratique des Japonais. J'ai l'impression que
La lassitude dont on parlait potentiellement. Des gens qui ne s'expriment plus beaucoup lors des élections, les taux de participation ne sont pas très élevés. Notamment chez les plus jeunes. Notamment chez les plus jeunes. On a l'impression qu'à partir du moment où ils ont ces formes de sécurité, cette possibilité de consommer, ça leur suffit largement. Alors c'est des choses qu'on retrouve à des degrés moindres ailleurs, mais je trouve qu'au Japon, pour ça, il y a une forme de laboratoire de cette forme d'apathie comme ça démocratique qui est assez inquiétante. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse effectivement parler d'un retour de l'impérialisme japonais. Bon, bah écoutez, merci en tout cas de nous avoir éclairés, de nous avoir aidés à déconstruire quelques croyances peut-être sur le Japon. Je rappelle quelques ouvrages. La politique de défense du Japon de Guy Bourg de la Motte, c'est des éditions Presse universitaire de France, c'est paru en 2015. Japan's World Power, c'est aux éditions Routledge et c'est paru en novembre 2017. Le numéro 53 de la revue Ebisu, études japonaises, donc c'est dirigé par vous, Arnaud Nanta, avec l'aide de Nicolas Mollard, c'est paru en 2016 également. Géopolitique du Japon, c'est un livre de Jean-Marie Bissou, sorti aux éditions Presse universitaire de France en 2015. Et enfin, la revue Défense et Sécurité internationale, le numéro 129 de juin 2017, Japon, le réveil des forces armées. Voilà, c'est fini, mais pas de panique. Vous pouvez revoir documentaires et débats sur notre site, publicsena.fr. Merci à Amélia Morgadi et à Aurélie Dafas d'avoir préparé cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour interroger notre monde en doc. Très belle semaine à tous. Ciao.